Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de l'histoire de Montréal, une série qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué notre belle grande cité québécoise dans toutes les sphères de l'activité humaine. Évidemment, cette série s'inscrit dans le cadre des 375e anniversaire de Montréal. Ce soir, il sera question d'Eva Circé Côté. En fait, son nom de fille, Eva Circé Côté, venait de son mari, Pierre Salomon Côté, qui est décédé assez rapidement, trop tôt, en 1909, de sorte que, en grande majorité de sa vie, elle a été veuve. Mais elle a conservé le nom de son mari, puisqu'elle partageait avec lui de grandes convictions, de grands combats. Eva Circé Côté, donc, est née en 1871, et elle est décédée plutôt, en 1949. C'est une vraie Montréalaise, Eva Circé Côté. D'ailleurs, son destin est lié à une grande institution publique montréalaise, la Bibliothèque municipale, qui a ouvert ses portes en 1903 et qui a été transférée dans le bel édifice ici, juste à côté sur la rue Sherbrooke, qui a été inauguré, lui, en 1917. Donc, essentiellement, sa carrière professionnelle a été une carrière de bibliothécaire à cette Bibliothèque municipale de Montréal. Mais si on se souvient d'elle, si on se souvient d'Eva Circé Côté, c'est surtout parce qu'elle a été une femme de lettres. Elle a été une poète, elle a été une dramaturge, elle a publié des textes dramaturgiques, beaucoup sur l'histoire du Québec et du Canada. Elle a aussi été une essayiste. On lui doit un livre sur Papineau. On se souvient aussi d'elle parce qu'elle a été une journaliste, mais une journaliste de combat, qui, pour défendre ses idées très audacieuses pour l'époque, des idées sur la laïcité, sur la démocratie, sur l'éducation, devait avoir recours à des pseudonymes masculins, comme Julien Saint-Michel, comme Paul S. Bédard, comme Arthur Maheu. Elle en a utilisé comme ça de très nombreux pseudonymes, parce qu'à l'époque, une femme qui voulait défendre ses convictions, ça passait mieux lorsqu'on utilisait un pseudonyme masculin. Alors, c'est quand même étonnant. Et tous ces pseudonymes, pour retrouver tous les textes de cette femme, vous imaginez le travail. Cette femme avait une devise. Lutter, c'est vivre. Alors donc, pour nous parler de cette femme au destin hors du commun, nous avons invité une historienne, une spécialiste de l'histoire de la gauche et de l'histoire des femmes au Québec. Elle a été aussi professeure à l'Université McGill pendant plusieurs années. Et surtout, elle est la biographe d'Eva Circé Côté. Son livre en est d'ailleurs à sa 3e réédition. Il est en train d'être traduit en anglais. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Mme Andrée Lévesque. Bienvenue. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, c'est un livre que vous avez publié, donc, en quelle année? 2010. 2010, donc déjà la 3e réimpression. Tirage. Ouais. Bravo, ça veut dire qu'il trouve preneur. Ça marche. Ça marche bien. Alors, quand avez-vous croisé pour la première fois Eva Circé Côté? Longue histoire. J'ai longtemps cru que c'était un homme, en fait. Je faisais de la recherche pour un tout autre sujet. J'étais dans un journal syndical qui s'appelait Le Monde ouvrier. Et je vois, c'est un journal qui a été publié de 1916 jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ancêtre de celui de la FTQ aujourd'hui. Mm-hmm. Toujours est-il qu'il y avait un journaliste éclairé qui écrivait souvent à la une, de longues chroniques, très progressistes, en fait, et qui signait Julien Saint-Michel. J'ai commencé... Enfin, j'étais étonnée parce que je n'avais jamais entendu parler. J'avais une petite enquête. Il y avait des jeunes historiens à l'époque. Il y en avait un qui faisait une thèse sur le propriétaire du journal, Gustave Franck, un autre sur le Monde ouvrier. Ils ont fait des entrevues avec des vieux qui ne se souvenaient pas avoir vu Julien Saint-Michel dans la salle de rédaction. Et ça reste comme ça. Et je publie ce sur quoi je travaillais à l'époque. Et un jour, je reçois un téléphone de mes éditrices des éditions du Remue-Ménage, de Rachel Bédard, en fait, qui me dit « On sait qui est Julien Saint-Michel. » Oui, parce que je m'en étais servi comme une opinion éclairée d'un homme. Alors, ils disent « C'est une femme. » C'est pas possible. Alors, c'est qu'elle venait de publier le livre de l'anthologie de la
Poésie des femmes du Québec de Nicole Brossard et Lisette Giroir. Et dans cette anthologie, il y a un poème de Colombine. Et Colombine est identifiée dans une note comme étant Eva Circé-Côté, qui publiait aussi sous d'autres noms. Alors, il y a une leçon à tirer de tout ça. C'est qu'il y a une référence qui est au dictionnaire des pseudonymes au Québec. C'est un ouvrage dont je n'avais jamais entendu parler. Et la leçon à tirer, c'est que nos disciplines sont tellement compartimentées qu'on ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Nous, en histoire, on ne connaît pas certains ouvrages en littérature. En tout cas, moi, je ne connaissais pas celui-là. Et les gens en littérature, ben, en fait... Oui, mais là, vous aviez un pseudonyme. Alors là, ça a commencé à travailler de la détective. biographie d'un personnage qui avait autant de pseudonymes. Ben, je dois dire que dans le dictionnaire des pseudonymes, je suis tout de suite allée, là, on donne d'autres pseudonymes. Pas tous, mais pas tous. C'est de fil en aiguille qu'on trouve les autres. On donne quelques journaux, puis là, dans les journaux, on trouve autre chose. Alors, c'est comme ça. Et vous êtes donc lancé dans la biographie, parce que vous dites, quel homme éclairé qui est en fait une femme. En effet. Mais ça m'a pris du temps, en fait, parce que je n'étais pas sûre. C'est une libérale. Je n'ai jamais travaillé sur des libéraux, moi. Ni sur des conservateurs. Vous aviez travaillé, en fait, vous aviez travaillé sur une communiste, juste avant, Jeanne absolument. Corbin. Ouais. Ouais. Alors, j'ai longtemps hésité. Et un jour, ma collègue Denise Baillargeon m'avait invitée à donner un séminaire à l'Université de Montréal. Puis les étudiantes m'ont demandé sur quoi je travaillais maintenant. Puis bon, je ne savais pas trop. Puis c'est elles qui m'ont donné le coup de pouce, qui m'ont dit que je devrais le faire. Puis je l'ai fait. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Maintenant, c'est une femme qui a, vous le montrez dans votre biographie, qui a énormément écrit, qui a énormément donné son point de vue sur un paquet de sujets dont on va parler. On va essayer de comprendre sa pensée, comment voyait le monde. Est-ce qu'elle a laissé, et là je m'adresse aussi à la biographe, est-ce qu'elle a laissé des écrits plus réflexifs? Est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce qu'il y a un journal personnel qui nous permet d'avoir un peu accès à elle autrement qu'à travers la militante? Alors, il y en a probablement déjà eu. Moi, j'ai eu un total de, je crois, de 10 lettres en tout et partout. 10 lettres? 10 lettres, point. Dont 5 au poète Marcel Dugas, dont il était le mentor un peu. Ça, c'est une autre histoire. Et quand il est allé à Paris, j'ai 5 lettres de à peu près 8 pages. Ça fait 40 pages, hein, cette écriture, mais quand même. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand elle est décédée, sa fille et l'ami de sa fille ont vidé l'appartement. Et je cite, parce qu'il y en a une qui a été interviewée par la suite, là, qui dit « Il y avait un tel fouillis que nous avons tout jeté. » Oh. Alors, moi, je sais qu'il y avait un roman, parce qu'il y avait eu des lectures publiques d'extraits de son roman. Je sais qu'elle avait, ça s'appelait « Biographie des hommes politiques de notre époque », quelque chose comme ça. Il y avait David, il y avait enfin les hommes politiques qu'elle aimait. Et puis, on n'a jamais retrouvé de manuscrit. Et puis, comme elle écrivait des lettres de 8 pages extrêmement révélatrices, les quelques-unes que j'ai trouvées, vous imaginez qu'il devait avoir une correspondance, là. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les lettres que certaines personnes ont reçues, qu'on les trouve un jour dans des greniers, dans des sous-sols, quelque part. Peut-être par sa petite nièce qui est ici dans la salle. Oui, mais la famille n'a rien. Non, la famille n'a rien. Comment caractériser le milieu familial d'Eva Circé? Ben, elle naît à Montréal, hein, c'est vraiment une Montréalaise, une femme urbaine. Elle naît sur ce qui est maintenant la rue Saint-Jacques. Son père est... Ben, quand elle est née, parce qu'on donne l'occupation de son père, il travaille pour les chemins de fer, pour le Grand Tronc. Puis après, il va travailler dans une boutique de tailleur. Puis ensuite, ça va être lui. Ça va être à lui. Ça s'appelait Circé Dumouchel. Donc, c'est ce qu'on appellerait la petite bourgeoisie, mais une bourgeoisie classe moyenne, qui valorisait, de toute évidence, l'éducation. Elle a étudié chez les Sœurs de Sainte-Anne à la Chine, qui est un très bon couvent à l'époque. Puis elle étudiait longtemps, parce qu'à l'époque où les filles quittaient l'école vers 12 ans, elle était là, elle, jusqu'à 16-17 ans. Elle a toujours dit qu'elle était autodidacte, qu'elle n'avait pas appris grand-chose à l'école, mais elle a eu la médaille du gouverneur général quand elle est terminée, quand même.
Mais vous dites qu'elle a quand même conservé, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on a reçu Karine Hébert pour nous parler de Marie-Jeanne Lajoie, la mère, et la fille aussi. Mais elle avait gardé un très mauvais souvenir de son éducation. Mais ça ne semble pas le cas d'Eva Circé. Non, en fait, exactement. Il n'y a pas de rancune. On a dit que c'est insignifiant. Puis elle a dit qu'on lui a appris plein de choses insignifiantes. Là. J'ai regardé ses bulletins, parce qu'on les a toujours, aux archives des religieuses à la Chine. Alors, ses plus mauvaises notes, c'est en couture. C'est pas étonnant qu'elle ait écrit par la suite qu'on devrait enseigner d'autres choses que de la couture et des arts d'agrément aux filles à l'école. Oui, oui. Alors, vous nous le dites aussi, on sait finalement assez peu de choses sur sa jeunesse et son enfance. Maintenant, de ce que vous avez pu lire d'elle, parce que vous avez lu tout ce qu'elle a écrit, disons, dans sa phase adulte, dans quel milieu intellectuel, c'est quoi le milieu dans lequel elle grandit? C'est quoi les idées ou les valeurs qui sont véhiculées par ses parents, visiblement? C'est très difficile de savoir ses parents. On sait que... On commence à la voir sur la place publique, si vous voulez, dans le journalisme, en 1900. Mais quand même, elle a presque 30 ans, là. Avant ça, on sait qu'elle a donné des concerts, qu'elle était musicienne, elle a peut-être composé, elle était peintre aussi, elle jouait pour des concerts de bienfaisance, des choses comme ça. Mais donc, c'est difficile de suivre sa trajectoire avant. Mais les gens dont elle s'entoure sont toujours des libéraux L minuscule. On s'entend, là? C'est pas du Parti libéral et de l'aile gauche, progressiste libérale à l'époque. Mais il y a plein de lieux qui lui sont fermés. Prenez, disons, si elle avait un frère, il aurait fait son collège classique, il y aurait eu plein de réseaux qui vont lui servir par la suite. Il aurait peut-être fait son droit, il aurait créé encore d'autres réseaux. Il aurait pu s'exprimer, s'il le voulait, sur la place publique en étant politicien, par exemple. Elle ne peut même pas voter ni se présenter. Alors, vous voyez, il n'y a pas tellement... Et il y a des chapelles littéraires. Alors, si elle se dirige vers la littérature, il y a plein de gars qui faisaient ça aussi. Alors, il y a des clubs littéraires, il y a les Castors, il y a les... il y en a plein. Il y a l'École littéraire de Montréal qui exclut nominément les femmes. Ah bon? Ah oui. Germaine de Montreuil a essayé. Non, c'est Madeleine Huguenin. Et non. Alors, elle est exclue d'office de tous les... Il y avait le café à Yacht. Quand vous dites exclue, c'est que même les femmes ne peuvent pas assister aux rencontres? Il ne semble pas. Huguenin, oui, parce que quand ils se réunissaient chez elle. D'accord. La femme était là. J'espère bien. Elle servait le thé. Tout compris. Mais tout près de chez elle, parce qu'elle est élevée dans le quartier de Saint-Cunégonde. Et sur la rue Saint-Cunégonde, il y avait le café à Yacht. Et ça, c'est les jeunes branchés, la bohème de Montréal qui se réunit là. Elle ne peut pas y aller. Donc, une femme en lettres peut seulement compter sur quelques femmes. Au recensement de 1911, il y a 35 femmes journalistes au Québec. Ça inclut les anglophones, il n'y en a pas beaucoup. Mais à part ça, c'est très difficile. De faire sa place et d'exister. De faire sa place, oui. Elle fait un mariage marquant. Parlez-nous de son mari, Pierre Salomon Côté. Exactement. Alors, Pierre Salomon Côté vient de la région de Rimouski, Sainte-Luce. Et il a fait des études de médecine. Il est allé à Memramcook, au Collège Saint-Joseph aussi. Il a fait sa médecine. Alors, il arrive ici. Il y a à peu près 5 ans plus jeune qu'elle. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés du tout. Je sais que c'est quelqu'un aux idées avancées. Après son décès, on a dit que c'était le médecin des pauvres. Il pratiquait surtout au quartier Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, vous voyez un peu. Et quand je dis idées avancées, il fréquentait les gens de la loge franc-maçonne. Donc, mais je ne peux pas vous dire qui a influencé qui. Est-ce qu'elle l'a influencé? Est-ce qu'il l'a influencé? Je ne sais pas, mais ils partageaient les mêmes idées, ça c'est sûr. Et le mariage a duré, quoi? Il se marie en 1905 et il décède en 1909, vous voyez. Mais il devait être intronisé à la loge quand il a été malade. Alors, il n'était pas encore à la loge. Et ils auront un enfant. Ils ont un enfant au bout d'1 an de mariage, une fille. Alors, il décède et elle va élever sa fille. D'accord.
Mais là, quand il meurt, là, c'est tout un... Racontez-nous ce qui se passe, là. C'est pas banal. Dans le Montréal et dans le Québec de l'époque. Oui, il faut se replacer à l'époque. Alors, il avait... Le curé est venu, le curé Auclair, qui est un homme aux idées avancées de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et puis il lui a dit qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il ne voulait pas se confesser ni rien de partir. Il est sur son lit de mort. Il est sur son lit de mort. Bon. Et ses dernières volontés, c'était qu'il aille un service des funérailles civiles, pas religieuses, et qu'il soit incinéré. Or, c'était très moderne d'être incinéré. Moi, j'ai un collègue que vous connaissez très bien d'ailleurs, Brian Young, qui a fait un livre sur les cimetières, le cimetière Mont-Royal. Le cimetière Mont-Royal vient d'avoir un incinérateur en 1905. Et c'est considéré une mesure d'hygiène, hein, c'est plus hygiénique, etc., etc. Alors, c'est ce qu'il demande. Et le clergé, en fait, l'évêque va demander aux journaux de ne rien mentionner des funérailles, de ne pas dire qu'il va être là, mais en fait, le journal libéral La Patrie va donner le nom de presque tout le monde. Et ça se lit comme le bottin mondain, presque, aux politiques. À l'époque, on marchait de la maison jusqu'au cimetière. Alors, il y a des journaux qui disent qu'il y avait 600 personnes, d'autres disent qu'il y en avait 400, alors entre les deux, mais quand même, ça fait du monde. Ouais. Et vous lisez ça, il y a le député, il y a... Laurent-Olivier David, il y a des ministres, il y a pas le maire, mais il y a des amis comme Olivier Asselin, en fait, Godefroy Langlois, je pourrais vous en nommer, c'est tous des gens connus. Et ça fait scandale. Et là, la presse de droite, puis droite, extrême droite, là, je parle de La Vérité de Tardivelle, bon, ça se situe un peu, et l'Action sociale, qui est l'ancêtre de l'Action catholique de Québec, là, qui crie au scandale, qui disent qu'il meurt comme un chien, qu'il se fait incinérer comme on incinère des animaux. En fait, mais c'était extrêmement rare aussi qu'on procédait de la sorte. Ouais. Et vous avez même, vous m'avez même écrit dans un courriel, là, ça va paraître dans la troisième réimpression, qu'il y a même d'autres éléments de scandale qui vont surgir autour de ce personnage de Pierre-Salomon Côté. Oui, en effet, et tout semble arriver en même temps, parce que lui décède entre Noël et le jour de l'an, 1909. Au mois de septembre ou octobre, le journal The Standard de Montréal, un journal anglophone très protestant, publie un article sur les séances de spiritisme à Montréal. Les gens qui invoquent les morts font tourner les tables, etc. Et on dit que le docteur Pierre-Salomon Côté fréquente une telle maison, et sa femme aussi, Colombine, celle, vous savez, qui écrit. Alors, c'est d'autant plus ironique qu'Eva Circé-Côté avait déjà publié un article qui ridiculisait ce genre de choses-là, des naïfs qui pouvaient aller à des endroits comme ça. Alors, elle intente une poursuite contre le journal. Quel journal? Le Standard. D'accord. Montreal Standard. C'est une dame de Mers sur le boulevard Saint-Laurent, là, si vous voulez faire un tour, qui avait ce qu'on appellerait un magasin qui vendait des bonbons à scène, qui vendait des thèmes, enfin des petits trucs comme ça, et qui avait qui tenait ce genre de séance à l'époque. Et le procès, c'est que tout ça arrive en même temps. Son mari est malade au même moment, il décède 2 mois plus tard, et le procès va durer 3 ans. Et elle poursuit pour 2000 $ pour atteinte à sa réputation, libelle, diffamation, etc. C'est ce qui arrive, c'est qu'au même moment, elle a perdu son poste à la bibliothèque. On va revenir sur la bibliothèque, mais elle était la bibliothécaire en chef. Puis finalement, on va la réengager, mais à un salaire bien inférieur. Et en même temps aussi, elle était la directrice et fondatrice d'un lycée de jeunes filles. Et elle dit qu'elle a dû démissionner parce qu'elle avait perdu le respect des élèves, etc., à cause de ça. Ouais. Donc, elle poursuit pour 2000 $, ce qui est beaucoup, mais pour atteindre à sa réputation. Elle va gagner sa cause, mais elle va avoir 200 $ au bout de 3 ans. Parce qu'elle ne peut pas le prouver. C'est vrai, on ne peut pas prouver qu'elle a perdu son poste à cause de ça. Eva Circé-Côté s'est d'abord fait connaître comme femme de lettres, même si, vous l'avez dit, le réseau des femmes de lettres était assez petit, minuscule. Donc, poète, dramaturge, plus tard essayiste. Dans quel courant on pourrait inscrire sa poésie,
son théâtre, dans quel courant littéraire de l'époque on pourrait inscrire ça? De quoi ça parle aussi? Oui, oui, oui. Il y a le style et il y a le fond. C'est que on dirait que son style est en retard sur ses idées des fois. Elle est très moderne. Son style est relativement conventionnel, lyrique, etc. Maintenant, il y a des écoles littéraires à l'époque. Il y a les régionalistes et les exotiques. Elle fait des critiques littéraires. Elle écrit des critiques littéraires, quelques-unes, où elle défend les exotiques, dont Marcel Dugas, par exemple. Mais quand vous... Et puis, il y a des études là-dessus, moi, je ne suis pas une littéraire, mais qui vont dire on est rarement exclusivement un ou l'autre. Et elle, c'est un cas où elle va écrire sur les beautés de la nature, etc., mais elle va aussi faire des choses beaucoup plus modernes, urbaines, si vous voulez, et tout. Donc, moi, je la définis toujours comme une femme moderne, là, et on la retrouve... les thèmes sont aussi variés que vous pouvez imaginer. Elle écrit, parce qu'elle n'a jamais écrit dans la page féminine. Hein? Non. Donc, elle peut écrire, puis elle écrit sous d'autres noms. Donc, elle peut écrire sur la politique, beaucoup, sur des critiques, enfin, tout. Vous dites aussi que sa contribution littéraire n'a pas nécessairement été retenue lorsqu'on fait le bilan même de cette époque. Ça... Non, elle est comme, oui, passée entre les fentes. Son style n'était peut-être pas assez clairement affiché? Ou... Non, non, c'est une styliste. Hein. Non, mais oui, mais... Mais son genre, non, je pense qu'il y a plus que ça. Pas assez attaché à une école, peut-être? Peut-être, mais il y a des gens indépendants aussi. Elle fait partie d'un groupe, hein. Elle n'est pas isolée, elle fait partie des progressistes libéraux. Si on regarde le fond, là, ces idées, ce sont des idées qu'on appelait... C'est un mouvement nord-américain, le progressisme. C'est un mouvement de réforme morale, c'est-à-dire qu'on est contre la corruption, de réforme matérielle, tous les programmes d'hygiène, par exemple, d'hygiène publique, etc. Donc, elle se situe là-dessus, dans ce sillon-là. Bon, ben, pas la seule, parce qu'il y a des journaux, ces gens ont des tribunes où ils peuvent s'exprimer. Non, je crois que la vision qu'elle a donnée du Québec ne correspond vraiment pas à celle qu'on a voulu transmettre pendant des générations au Québec. Et le fait qu'elle ait été laïque et anticléricale n'a sûrement pas aidé. Quand Camille Roy, le prêtre Camille Roy, la mentionne même pas, c'est sûr. Et vu qu'on est sur ces critiques, il y a eu une histoire littéraire des femmes en littérature au Québec. J'oublie le nom, par Bellerive. Alors lui dit, il y avait Colombine, dit-il, mais il est dommage qu'en 1908, un incident malheureux ait mis fin à sa carrière. C'est pas vrai, elle a écrit jusqu'à passé 1940, mais on l'a vraiment ostracisée à partir des funérailles de son mari. Ouais. On l'a dit, elle a été, pour gagner son pain, bibliothécaire. Mais elle a été liée à une bibliothèque, à une institution, ça c'est bien expliqué par les historiens, pour la fonder, pour la voir s'épanouir, se développer, ça a été en soi un combat. Parlez-nous de cette bibliothèque et du rôle qu'elle y a joué. Oui. Alors, je pense que l'éducation a été la grande cause de sa vie. Et l'éducation, ça veut aussi dire par les livres et à l'extérieur de l'école. Et même avant la fondation de la bibliothèque, elle avait écrit des écrits qui appuyaient la formation. On n'avait pas de bibliothèque municipale. Les anglophones avaient le Mechanics Institute, qui est maintenant la bibliothèque sur la rue Atwater. Il y avait aussi le Fraser Institute par la suite. Et puis, les francophones avaient la bibliothèque Saint-Sulpice. Mais bon... Soumise à la censure, soumise à une certaine censure. Absolument, parce qu'elle s'en moquait en disant qu'il faut que tous les livres aient l'imprimature de l'évêque pour passer. Alors, il y a la bibliothèque, la première bibliothèque fondée en 1903, est fondée en fait par le conseil municipal, mais la première bibliothécaire, on l'appelle bibliothécaire et conservatrice, c'est elle. Et on l'appelle la bibliothèque technique. Alors, on s'est servi de cette astuce-là parce que l'évêque se méfiait énormément d'une bibliothèque pour que les gens ne vont pas tous à Saint-Sulpice. Ce serait une bibliothèque technique où les travailleurs pourraient aller et se perfectionner à partir des livres. Donc, il y avait des livres très techniques, là, comment, je ne sais pas, faire des tables, des trucs comme ça. Mais toujours en sourdine, elle passait des classiques.
ça pourquoi elle s'est fait réprimander plusieurs fois. Donc, faire des tables, mais lire Voltaire. Exactement. Et Voltaire est l'écrivain qu'elle cite le plus souvent. C'est intéressant parce qu'il est à l'index en plus. Mais elle a tout lu. Ouais. Alors, c'est ça. La bibliothèque, elle va rester là. Elle va faire carrière à la bibliothèque. Elle est là 5 ou 6 jours par semaine. Souvent, elle travaille le dimanche. C'est, disons, son gagne-pain. Les salaires ne sont pas énormes, surtout quand elle devient... Parce qu'on avait dit, après qu'elle est congédiée, qu'elle revient en 1909, elle ne sera pas congédiée longtemps, elle va revenir un salaire inférieur. Et en plus de ça, elle est veuve. Et en plus, son mari n'a rien laissé. Ah non. Elle est obligée d'emprunter d'une cousine pour payer les funérailles. Bon. Donc, elle écrit pour essayer de renflouer ça. Et ils sont dans un cochon, si vous voulez, au début. Ils sont au Monument national, dans une petite pièce. Puis elle va toujours vouloir avoir, justement, un bâtiment, quelque chose qui fasse honneur à la bibliothèque. Et les plans étaient prévus avant la guerre, puis ça a été retardé avec la guerre, puis finalement, en 1917. Alors là, elle a une chronique où elle est en tramway, puis elle descend la rue Amherst, puis elle dit « Et je la vois, ma bibliothèque ». Puis là, elle parle des colonnes, puis elle parle de... Oui, c'est majestueux. D'ailleurs, l'inauguration ne passe pas inaperçue. Ah ben non, Joffre va être là. Non, c'est vraiment un grand faste. Mais par la suite, quand on est déménagé de cette bibliothèque-là à ici, on a dit que les colonnes, les escaliers décourageaient les gens. C'était, peut-être... Mais en fait, pour elle, c'était tout le contraire. Ça méritait. C'est un hommage à la culture. Exactement, ouais. Vous dites, elle était bibliothécaire, ses revenus étaient modestes, donc elle écrit dans des journaux. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça démarre, ça, cette espèce de carrière parallèle dans les journaux? Dans quels journaux? Ouais. Et l'idée des pseudonymes, c'était assez répandu, mais est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que ça commence et sous quelle forme? Oui, alors, je réponds à votre première question d'abord. Oui. En 1900, elle envoie un poème à Louvigny de Montigny, qui est un jeune qui a un journal qui s'appelle Les Débats. Un journal qui se situe encore... Quand je parle de la gauche, là, je ne parle pas de la gauche marxiste, mais à gauche du Parti libéral. La gauche libérale. Gauche libérale. C'est ça. Et des gens qui se définissent comme modernes et puis qui ne se font pas arrêter à lire des livres parce qu'ils sont à l'index. Alors, elle lui envoie un poème pour être publié, puis là, il va la convaincre de collaborer et ça commence sa carrière. En 1903, elle va même fonder son propre journal, qui va être éphémère, en fait, l'Étincelle. Oui. Ça va durer quelques mois, mais... Et c'est là qu'elle va commencer à se servir... OK, pseudonyme maintenant. Presque tout le monde écrivait sous des pseudonymes, hommes et femmes. Oui. Mais ça sert... Ça a d'autres buts pour les femmes. Entre autres, de ne pas écrire sur la page féminine, c'en était un. Mais... en fait, vous avez une liberté d'écriture si vous êtes dissimulé. Alors, son premier pseudonyme, Colombine, est Musette. Mais tout le monde savait qu'elle s'appelait comme ça, parce qu'elle raconte dans une chronique comment elle descend le boulevard Saint-Laurent, qui s'appelait à l'époque la rue Saint-Laurent, et on lui dit « Bonjour, Colombine ». Donc, les gens savent qui c'est. Puis dans les journaux, on le sait. Et dans l'Étincelle, elle va venir à écrire tellement d'articles qu'elle n'est pas pour toutes les signer du même nom. Donc, elle commence à... Donc, elle adopte un autre pseudonyme qui est Jean-Né, N-A-Y. Des fois, c'est N-E-Y. Mais après le décès de son mari, là, elle est persona non grata dans les journaux et tout. Et par coïncidence, vraiment, j'allais dire un cadeau du ciel, mais Godefroy Langlois lance le journal Le Pays. Presque la même semaine que Le Devoir. Sauf que Le Devoir était largement subventionné par l'Église et le clergé, donc il a fait carrière longtemps. Mais Le Pays est fondé en 1910 et va continuer jusqu'en 1921. Et elle est là dès le début. Et là, elle change complètement de pseudonyme. Elle va publier surtout sous le nom de Fantasio. Donc, c'est très androgyne, on ne sait pas trop. Et puis, c'est là, tous ceux que vous avez mentionnés,
Jeannet, Bédard, il y en a Maheu. Alors, Maheu, c'est intéressant, c'est un hétéronyme, comme dirait Saramago. C'est un hétéronyme en ce sens qu'il a sa personnalité propre, il n'est pas comme les autres, mais on sait que c'est elle. Elle s'invente un peu un personnage. Elle a complètement construit un personnage qui est un type de la campagne, mal dégrossi, qui a un cheval, qui a une vache, qui a une femme, qui a une fille. En fait, il est un homme, puis sa fille vient habiter à Montréal, alors il vient la visiter, puis là, c'est comme l'habitant avec les grands yeux qui voit... il est même allé dans un musée, puis il a vu du monde tout nu. Mais enfin, vous voyez, c'est un personnage construit de toutes pièces qui dit des grossièretés ou qui peut même être misogyne. Mais pour quelqu'un qui a une veine d'écrivain, c'est fascinant. Ouais. Alors, il y a même une petite caricature de lui avec un stylo. Donc, mais tous les autres sont interchangeables. Parce que je me disais, peut-être qu'elle se sert d'un pseudonyme pour des critiques littéraires et d'un autre pour de la politique, mais pas du tout. Ils sont interchangeables. Et en 1916, un autre, comme Godefroy Langlois, c'était à la loge maçonnique à un certain moment. Un autre qui est passé par la loge, c'était Gustave Franck, syndicaliste, qui fonde le journal syndical Le Monde ouvrier. Et là, il va la chercher, elle aussi, tout de suite. Donc, elle va contribuer à 2 journaux, puis elle va écrire des fois... Ce sont des hebdos, hein? Mais ce n'est pas une chronique d'une colonne. Là. Des fois, ça fait un quart de page. Et elle va des fois en publier 2 dans le Pays, puis l'autre dans Le Monde ouvrier sous le nom de Julien Saint-Michel, qui est le nom de son grand-père, de la Prairie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous le dites bien, ce sont des chroniques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le journaliste qui va à des événements, qui les rapporte, c'est quelqu'un qui donne son avis, qui donne son point de vue. Il y a un point de vue engagé. D'ailleurs, vous avez eu l'excellente idée, ou vous, ou votre éditrice, de réunir peut-être ses meilleures chroniques ou ses chroniques les plus pertinentes dans un livre qui est paru aux éditions du Remue-Ménage, donc ceux qui veulent en avoir une idée. Mais justement, elle donne son point de vue. Alors, quel serait l'arrière-plan, disons, philosophique, les idées phares qui guident, après ça, on va parler de certains combats qu'elle a menés, mais l'arrière-plan, là, les idées, la force de sa pensée qui irriguent tout le reste. C'est les lumières de la fin du 18e à Montréal. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que cite Voltaire, Condorcet, et enfin, c'est une libérale. Libérale dans le sens de Condorcet et John Stuart Mill. C'est donc la liberté individuelle à tout prix. Mais c'est pas... Même si elle a des considérations pour un bien-être collectif, si vous voulez. Mais la liberté individuelle est extrêmement importante. Et tout ce qui en découle, c'est-à-dire que le progrès, donc la nature humaine est perfectible, donc c'est le devoir d'améliorer la condition humaine et les individus. Et ça passe par les livres. Oui, et c'est ce qui sous-tend tout son travail. Absolument. D'ailleurs, il y a un texte de 1903, je me permets de citer un extrait, dans lequel elle écrit « Malgré ce qu'on en dira, j'irai droit mon chemin, fidèle au programme que je me suis tracé il y a 2 ans, lutter pour les idées généreuses et hardies, défendre les démunis, parce que leur souffrance a toujours raison contre la peur, célébrer tout ce que la nature a de superbe, tout ce que l'art a de consolant, tout ce que la science donne d'espoir à l'humanité, se pencher sur les Gaules pour y suspendre une injustice, veiller à l'éducation des petits, au respect dû à la femme, vouloir le repos des siens, faire de cette plume un outil de délivrance, proclamer le chant d'amour, de penser, d'admirer, de vivre, et tout cela sans bruit, sans l'expectative d'une vaine gloriole, avec l'espérance seulement d'être utile, douce et consolante au malheur. C'est beau. Ouais, c'est 1903. Hein? Et c'est 1903. Il y a quelque chose de très moderne dans le ton. Est-ce qu'elle a jamais eu l'idée de militer dans un parti, dans une association, dans un syndicat peut-être? C'est les débuts du syndicalisme. Absolument pas. Ce n'est pas sa nature. C'est pas du tout. Il n'y a pas de groupe auquel on peut l'associer. Écoutez, en 1907, c'est la fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Elle a des mots un peu... Elle n'est pas très enthousiaste. Ça, c'est Marie Gérin-Lajoie. Oui. C'est le pendant du Conseil national des femmes, mais pour le Québec. Okay? L'ancêtre de la FFQ. On s'entend? L'ancêtre de la Fédération des femmes du Québec. Mais c'est très catholique. L'évêque est venu donner son approbation, etc. Donc,
Elle est pas prête à y participer. Et Marie-Gérin-Lajoie va vraiment lui demander de venir et de prononcer un discours, je crois. Ouais. Et elle va le faire. J'ai vu la lettre où elle dit, mais c'est vraiment pour vous que je le fais, là. Puis, parce qu'il y a des associations dans la Fédération nationale, l'association des services de magasins, des commis de magasins, l'association des femmes d'affaires et l'association des femmes journalistes. Puis c'est elle qu'elle va représenter à une réunion, la première, puis on ne la reverra plus jamais. Donc, elle garde ses distances. Mais écoutez, elle travaillait du matin au soir, elle élevait une petite fille, puis elle travaillait, puis elle écrivait la nuit. Non, c'est assez. Pas besoin de militer dans un parti en plus. On est d'accord. Je le pose par curiosité, étant donné qu'elle avait des idées affirmées. Ouais. L'instruction, l'éducation, ça revient beaucoup dans ses écrits. Dans son esprit, le système d'éducation idéal aurait ressemblé à quoi pour elle? Elle est francophile. Hein? Il aurait ressemblé au système d'éducation français, ça c'est sûr. Mais il aurait été moderne, parce que même en France, il y avait des choses à réformer. Par exemple, pour être moderne, on n'a pas besoin du grec et du latin. On ferait des choses utiles, on ferait plus de sciences. Elle s'est en particulier penchée sur l'éducation des filles. Mais en fait, elle donnait des conseils, ou enfin dans ses chroniques, pour les garçons et pour les filles. Et elle a eu la chance de mettre ses idées en pratique. Oui, racontez-nous. Justement, en 1908, elle fonde, avec Gaétane de Montreuil, Georgina Bélanger, elle fonde un lycée. Et elle l'appelle lycée. Oui. Il n'y en a pas beaucoup au Québec à l'époque, là. Et alors, pour elle, l'éducation devait être non seulement moderne et adaptée à l'époque, mais gratuite, obligatoire, parce qu'on ne l'a pas eu avant la Deuxième Guerre mondiale, absolument, et laïque. Et son lycée est comme ça. C'est un lycée de jeunes filles où il y a des externes, des pensionnaires. Et puis, on voit le cursus. Ils donnent des bourses à la fin de l'année. Puis, c'est dans la patrie, je crois. On voit des bourses pour les sciences. Mais on enseigne aussi sténodactylo. Parce que ce sont des filles qui devraient être capables de travailler. Donc, une éducation laïque, gratuite. Et obligatoire. Et obligatoire. Donc, on peut imaginer sa critique du système éducatif Absolument. de son temps. Absolument. Ça devait revenir. Oui, oui. Ben, à un moment donné, quand l'abbé Groux pose la question, mais c'est une question rhétorique, là, pour qu'est-ce qu'on est toujours des employés et pas des patrons? Ben, elle répond tout de suite, à cause de la religion, voyons. S'il n'y avait pas la religion dans les écoles, mais là où elle en parle le plus, c'est quand il s'agit de l'immigration. Parce qu'elle dit, si on avait accepté dans nos écoles tous les immigrants juifs, par exemple, elle a une grande admiration pour les juifs, mais elle dit, vous imaginez ce qu'on aurait, alors on les a forcés à aller vers les écoles anglophones parce qu'on n'acceptait pas ceux qui n'étaient pas catholiques dans nos écoles. Et ça, elle le dit très tôt, elle va le dire toute sa vie. On va revenir sur la question de l'immigration, qui est assez intéressante durant les années 30. Parlons de ce qu'elle dit sur la question des femmes. Elle est assez... Ça m'a frappé en lisant votre biographie. Elle est pas complaisante. Elle adresse des critiques aussi aux femmes de son temps. Alors, est-ce que... quel est l'angle d'attaque? Lorsqu'elle parle de la question des femmes, quels angles retiennent le plus son attention? Mais d'abord, l'éducation, l'égalité. Ben, ça aussi, on revient au libéralisme. Hein? Ouais. C'est un libéralisme égalitaire. Hein? C'est l'égalité. Alors, et sa pensée évolue, heureusement. Ouais. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens, mais des fois, quand les gens qui vont faire l'histoire ou une biographie vont attribuer les idées... Oui, ils vont figer les idées à une certaine époque. Alors qu'elle, on voit très bien l'évolution. Par exemple, elle parle peu du vote des femmes avant 1905, elle va se prononcer, mais surtout après la guerre, avec la guerre. Sa pensée va évoluer beaucoup. Elle va finir par se définir comme féministe, mais à partir de la fin de la guerre, pas avant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'était. Ça dépend comment on le définit. Ouais. Parce que le féminisme, comme le marxisme, comme le libéralisme,
n'est pas homogène. Il y a plusieurs variétés. Alors, elle aussi, et c'est rarement exclusivement un ou l'autre. Alors, ces dernières années, quand on a commencé à étudier le féminisme, on a parlé de féminisme maternaliste. Oui, oui. Vous avez eu Karine Hébert ici, qui est fondé sur les qualités essentielles, naturelles des femmes, qui les prédisposent à avoir un rôle dans la société parce qu'elles vont réformer, parce qu'elles ont une supériorité morale. Là, je résume. En tant que mère. En tant que mère. Parce qu'elles sont mères, elles sont moralement supérieures. Bon. Ça, c'est le film. Mais là, je tourne les coins ronds. Hein. Oui. Ça, c'est Non, mais je dis oui, excusez, mais oui, dans le sens mais vous comprenez. Oui. Mais c'est le féminisme matériel. Non. Mais l'autre grand courant, il y a aussi un féminisme marxiste, j'en parlais pas du tout, mais le libéralisme, c'est l'égalité. On veut l'égalité en soi, l'égalité des droits. On va voir si les hommes peuvent voter, les femmes peuvent voter. Par exemple, elles vont répondre, on dit, mais les femmes ne sont pas préparées, elles n'ont pas l'éducation, elles ne savent pas quoi. On va dire, il y a bien des hommes qui sont comme ça, puis là, on voit très bien la personne qui parle, va dire, ceux qui viennent de la campagne, qui sont illettrés, qui sont à l'Assemblée législative, ne devraient pas pouvoir voter non plus. Alors, c'est l'égalité. L'égalité, ça peut aller jusqu'aux professions, bien sûr. Alors qu'au début, elle va même se moquer des femmes, enfin pas d'elles, mais des femmes qui veulent avoir accès au barreau, par exemple, vont dire, ben oui, ben on va séduire les juges, alors on sait bien que, bon. Mais ça, c'est dans sa jeunesse, avec les années, elle ne dira plus ça du tout, elle va être, elle va être pour les femmes médecins, pour les femmes avocates, etc. Toujours au nom de l'égalité. Pendant la Première Guerre mondiale, quand les femmes vont remplacer les hommes, certains métiers, comme conducteur de tramway, par exemple, ou des choses comme ça, elle est tout à fait pour ça. Et pour un salaire aussi. Mais quand Borden annonce cette mesure que les femmes auront le droit de vote au fédéral, elle dit qu'elle est contre. Mais c'est parce que quand vous dites elle évolue, c'est dans le sens où elle est aussi dans la polémique du moment. Donc, ça dépend qui propose. Expliquez-nous. OK. Borden, premier ministre conservateur, on est en 1917. Les pertes sont importantes au front. Veut faire passer la conscription. Mais il ne sait pas si ça va passer. Il voudrait un référendum, il ne sait pas trop. Alors, il s'adresse au Conseil national des femmes, qui est en grande partie anglophone, et il demande si on accordait le vote aux femmes, est-ce qu'elles voteraient pour le Parti conservateur qui veut voter pour la conscription, vous voyez. Alors, la réponse, c'est que si toutes les femmes pouvaient voter, on ne le sait pas. Mais si seulement les femmes de soldats, les femmes de militaires pouvaient voter, là, vous pouvez être sûr que vous seriez élus. Alors, c'est exactement ce qui se passe. On accorde le droit de vote aux parentes de soldats, leur mère, leur sœur, leur épouse, et aux femmes qui sont dans l'armée, c'est les infirmières. Et c'est pour ça, au nom de l'égalité, au nom de la justice, qu'il va sur ses côtés contre. Parce qu'il dit, on le donne à tout le monde, on ne le donne pas à personne. Et c'est ça. Mais le clivage que je vois parfois entre des féministes plus à la Marie-Gérin-Lajoie, disons, qui disent c'est parce que nous sommes des mères que nous avons le droit de citer, que nous devons voter, que nous devons nous impliquer dans la société, parce que nous, on connaît des choses que les hommes ne connaissent pas, en gros, complémentarité. Donc, il y a une nature féminine, versus des féministes libérales qui disent il y a égalité et il n'y a pas vraiment de nature féminine. En gros, cette idée de nature féminine, c'est... Elle se contredit aussi, elle est là, parce que quand elle écrit d'autres articles complètement différents, là, elle va voir ses cœurs de mère penchés sur le berceau, etc. On parle rarement du cœur des pères penchés sur le berceau, vous voyez? Comment on pourrait distinguer, parce qu'elle affiche une forme de patriotisme avec ses écrits, comment on pourrait distinguer son patriotisme du nationalisme d'un groupe et le rôle que joue le personnage de Louis-Joseph Papineau, qu'elle admire énormément là-dedans? Alors, elle a toujours refusé de se dire nationaliste, parce que les nationalistes, à l'époque, sont cléricaux et sont de droite. Alors, tout de suite, ça la sépare de Groux. Papineau est son grand héros. Voyez-vous, elle est née l'année de la mort de Papineau. Oui, c'est vrai. Et
elle a écrit son Papineau, qu'il faut relire, il faut vraiment le relire. C'est Jean-François Nadeau qui a été publié chez Lux. Oui. Donc, bon, ce héros antique égaré sur nos rives, vous voyez, elle est dithyrambique, elle est lyrique, tout ce que vous voulez, Papineau. Et son libéralisme. Et c'est pour ça qu'elle va dire que le Parti libéral a trahi. Le Parti de Laurier a trahi, sauf quand il s'est opposé à la conscription. Mais avant ça, et parlons pas de ce qui vient après, avec tous les scandales qui vont attacher le Parti libéral dans les années 30. Elle ne s'y reconnaît absolument pas, là. Elle a aussi écrit une pièce de théâtre dans laquelle elle parle de Delormier, oui, et Hindenlang. Oui, alors, il faut dire que, bon, Delormier et Hindenlang ont été pendus tous les deux. Ça va être l'anniversaire, je crois, la semaine prochaine. Et après les rébellions. Et Hindenlang aurait probablement été le préféré de Papineau. Hein. Et il est étranger. Alors là, elle va s'en servir plusieurs fois pour montrer que le Québec est construit par des étrangers de partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il est suisse, hein, puis après, il est allé vivre en France. Donc, il n'est pas d'ici. Mais ça va revenir beaucoup. Vous dites ça, mais durant les années 30, elle a quand même des phrases où elle laisse entendre qu'il y a de bons et de moins bons immigrants. Hein? Nous ne sommes pas contre l'infusion de sang étranger, mais nous devrions tenir loin de nous ceux qui ne parleront jamais notre langue, notre langage, que nous adoptons volontiers, mais qui ne nous adopteront jamais. Ceux qui se refusent à suivre nos traditions, à unifier leurs intérêts avec ceux du pays. Mais dès qu'ils ont pris racine chez nous, il faut désarmer. Les opinions doivent cesser de se proscrire, etc. Donc, elle a une vision nuancée sur ces questions. Absolument. Vous avez vu la dernière phrase. Je suis contente que vous l'ayez lue. Parce que chaque fois, elle va dire, mais il ne faut pas blâmer les immigrants, il faut blâmer les politiques. Et elle a toujours, et ça revient plusieurs fois, là, ça c'est une citation, mais il y en a plein, où c'est jamais la faute des immigrants, si c'est comme ça. S'il y a du chômage, parce qu'on dit ils viennent prendre nos jobs ou quoi que ce soit, ce sont les politiques. Adressez-vous donc aux politiciens plutôt. Et pas seulement la politique, c'est la religion, c'est les curés. Alors, elle propose des solutions. Il y a du chômage à Montréal, il y a du chômage parmi les gens qui arrivent ici d'ailleurs. On ne va pas les blâmer. Mais pour qu'est-ce qu'on ne les envoie pas ailleurs qu'à Montréal? Oui. Déjà, on parlait de régionalisation des migrations. Alors, et là, elle va blâmer les curés. Mais les curés les découragent. Et les curés, il y a des curés, c'est vrai, à l'époque, qui interdisaient la danse. Alors, ces gens-là aiment fêter. Donc, ce n'est pas très encourageant d'aller à la campagne. Vous voyez, c'est... Oui. Alors, justement, on est dans les années 30. C'est la crise. C'est la crise. Et là, il y a différentes, disons, offres idéologiques. Il y a celle du christianisme réformiste, avec les encycliques nouveaux là, qui inspirent d'ailleurs l'Union nationale qui va naître plus tard. Il y a un socialisme robuste qui s'affiche, même s'il est minoritaire. Et il y a un certain fascisme aussi qui prend forme. Est-ce qu'elle discute de ces options? Quelles options l'attirent le plus? Oui, elle va discuter de tout ça, c'est vrai. Elle va être très tôt parler d'Hitler en 1933 et de l'antisémitisme. C'est quand même assez tôt, hein, parce que, comme pour d'autres, on a dit, bon, on va le laisser élire, puis après on verra ce qu'il va faire, mais c'est pas une bonne politique. Oui, c'est vrai ça. Hein? Mais... et l'Action libérale nationale, qui justement était l'aile réformiste, qui s'est unie avec le Parti conservateur pour faire l'Union nationale. Alors, elle était tellement dégoûtée, comme j'ai dit, de la corruption du Parti libéral, qu'elle a vraiment eu confiance en l'Union nationale en 1936. Et puis, au bout de 3 mois, elle avait déchanté. Et il faut lire ce qu'elle écrit, mais personne ne va le lire parce qu'à cette époque-là, elle écrit dans l'Aurore, qui est le journal protestant francophone du Québec. Et ça a été une découverte. Meilleur truc pour ne pas être lu, là, on écrit dans ce journal. Oui, elle était sûre de passer presque inaperçue. Et est-ce qu'il y a un mouvement séparatiste? Est-ce qu'elle a une vision? Est-ce qu'elle voit, parce qu'il y a un nationalisme qui est très fort, très robuste dans les années 30, qui n'est pas seulement canalisé vers l'Union nationale, Groux fait son grand discours en 1937 et tout ça. Qu'est-ce qu'elle pense de cette perspective séparatiste et est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle envisage une réforme de la Confédération? Ou comment elle voit ça? En tout cas, rendu là, parce qu'on parle des années 30. Oui, là, on est dans non, les années 30, non. Surtout pas séparatiste, surtout pas, parce que ce serait une théocratie de gros. Et elle se méfie énormément de ça. Donc, j'utilise ces mots-là. Donc, mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'elle craint la montée de la droite, dont fait partie Gros, et c'est ce qui va la rapprocher de l'Angleterre. Oui, hein, Oui. c'est frappant. Elle passe d'une francophilie assez forte. Oui, parce que c'est la question du Code civil. Dans le Code civil, vous avez l'infériorité des femmes mariées. L'infériorité de toutes les femmes aussi, là, qui ne peuvent pas siéger sur des jurés, des choses comme ça, mais vous avez en particulier la femme mariée a perdu sa citoyenneté. Donc, toute sa vie, elle a voulu une réforme du Code civil. Elle a écrit beaucoup plus tôt aussi, parce que le salaire d'une femme appartenait à son mari, des choses comme ça. Alors là, elle dit, mais dans un pays dominé par le Code civil, on serait mieux de mettre nos espoirs dans les institutions britanniques. D'accord. Parlez-nous des dernières années d'Eva Circé-Côté. Dans ces dernières années, en fait, je n'irai pas jusqu'à la fin, mais quand elle avait 62 ans, quand on a changé de bibliothécaire. Avant, c'était Hector Garneau, qui est un libéral très évolué, là, progressiste, un homme d'une grande culture, etc. Il s'entendait bien. Et puis, il est remplacé par Égédius Fauteux, qui vient de la bibliothèque Saint-Sulpice. Alors, elle avait déjà ridiculisé Fauteux, donc ça n'allait pas très bien. Et ce que Fauteux a fait en arrivant, il a fait maisonnette. Il a mis à la porte, je crois, presque tous les employés, surtout toutes les femmes. Moi, j'ai vu des lettres de femmes disant oui, mais j'ai vraiment besoin de travailler, même si j'ai un mari, mon mari est malade, tout ça. Et entre autres, il a dit qu'elle était trop vieille. Elle avait 62 ans. Et il a mis en doute sa formation alors qu'elle était une des seules qui avait suivi des cours en bibliothéconomie à McGill en été. Très tôt, mais bon, alors que les autres n'avaient pas de formation bibliothécaire. Donc, elle a continué dans le journalisme, elle a continué à écrire dans le Monde ouvrier en particulier, puis à la fin, en plus, dans l'Aurore. Et dans l'Aurore, c'est intéressant parce qu'elle signe ses textes. Bon, là, les années ont passé, hein, ça fait 30 ans que son mari est décédé presque, et puis ses textes sont signés, là. Et donc, elle a vécu chichement, forcément. Oui, je sais qu'elle vivait, disons, c'est une adresse à Westmount, mais c'était pas Westmount en haut, c'était Westmount en bas, et qu'elle avait un pensionnaire ou des pensionnaires. Et, ouais. Qu'est-ce que la vie d'Eva Circé-Côté nous apprend sur le Québec du début du 20e siècle qu'on ignorait peut-être avant de lire votre biographie? Je crois que si les gens qui lisent ça peuvent réaliser qu'on n'avait pas un Québec monolithique, homogène, univoque, ce sera déjà quelque chose. Parce qu'elle n'était pas seule, il y avait les gens autour d'elle qui publiaient ces journaux, il y avait toujours des voix dissidentes. On parle de la grande noirceur, il y avait toujours des lumières. Il faut toujours faire la différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait, entre la prescription et le vécu. Puis je crois qu'elle, c'est un exemple de ce qui se faisait. Et ce n'est pas l'histoire du Canada qu'on a enseignée jusqu'à récemment non plus. Alors, d'entendre une voix dissidente et d'une personne qui a une très grande culture, hein, on n'en a pas parlé, mais elle a tout lu, des pères de l'Église jusqu'à André Gide, tout le monde y parle. Mais on a eu des gens comme ça, et ça vaut peut-être la peine de s'en souvenir, qui ont contribué. Ces pièces de théâtre, par exemple, je veux dire deux mots de sa pièce Maisonneuve. Oui. Sa pièce Maisonneuve, c'est sur le contact des premiers Européens et des Autochtones. Et c'est sur le relativisme de leurs valeurs. Si cette pièce-là pouvait être jouée cette année-là, pour le 375e,
ce serait étonnant. Les gens seraient étonnés parce que Maisonneuve, c'est une histoire d'amour aussi entre Maisonneuve et la fille du chef indien. Mais quand on essaie de la convertir, elle va en mourir. Elle a écrit pas mal sur les Autochtones, en fait. Ouais. En terminant, oui. sur la mémoire de ce personnage, vous avez tenu à nous raconter cette petite anecdote. Ah oui. Les gens demandent pour qu'est-ce qu'on ne l'a pas connue, hein? Parce qu'on ne l'a pas connue pendant des décennies. Et puis c'est facile de dire, c'est parce qu'elle écrivait sous d'autres noms. Sauf que quand on veut, on peut trouver. Mais il y a plusieurs façons d'occulter les gens. Alors, il y a quelques années, moi, je vais sur Internet pour voir s'il y avait encore des éditions de Bleu, Blanc, Rouge. Alors, je tape dans Un recueil de Google. poésie. Oui, mais il y a aussi des causeries, hein, c'est pas seulement des poésies. Il y a des articles de fond. Alors, je tape Colombine, parce que c'est publié sous le nom de Colombine, Bleu, Blanc, Rouge. Alors là, j'ai fait une capture d'écran. Je vais vous le lire. Bleu, Blanc, Rouge, poésie, paysage, causerie par Colombine. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pour l'auteur de Pierre Salomon Côté. Sous le nom de son mari, en 2011. Ah oui, oui. Ouais. Mais là, ça, je l'ai lu hier, ça. Ça, je l'ai fait hier. Ouais. Okay? Combien de fois vous avez vu un homme qui est identifié par sa femme? Pas tellement souvent. En tout cas, grâce à vous, André Lévesque, on en sait plus sur Eva Circé-Côté et je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.